Élise, tu es kinésithérapeute, enseignante en institut de formation en kinésithérapie. Tu es diplômée de l'École nationale de kinésithérapie et de rééducation dans le 94. Euh, Master en STAPS, mouvement, performance, sport et innovation, option physiologie en conditions extrêmes à Lyon. Kinésithérapeute, enseignante en institut de formation en kinésithérapie. Tes activités sont le running, le trail, tu es très, très actif dans le club, bien entendu, en trail et dans les autres disciplines, du vélo, de la natation. Donc, je l'ai rappelé, tu es dans le club et ton niveau de course à pied en trail long, c'est une cote ITRA à 525 et UTMB, un index à 517. Nous attendons vos réactions, vos commentaires et on les traitera à la fin de la présentation d'Élise. À toi de jouer, Élise. Bah, merci Christian. Alors, attendez, j'ai un petit défaut. Voilà, c'est bon. Merci Christian, merci Jeanne. Merci à tous d'être là. Si vous êtes là, c'est que du coup, la blessure en course à pied, ça vous intéresse, j'espère, le plus loin possible. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment comprendre son corps et du coup, comment éviter cette blessure et comment la gérer si une douleur arrive ou si quelque chose de désagréable survient. Et enfin, on verra comment gérer s'il y a une blessure. Ce que j'espère n'arrivera pas ou ça arrive, mais comment la gérer au mieux. Donc, pour commencer, on va définir du coup les termes. Une blessure en course à pied, c'est un arrêt de 7 jours consécutifs ou alors vous manquez 3 entraînements consécutifs. Et c'est une douleur qui va nécessiter de consulter un médecin ou un professionnel de santé. Donc, si vous êtes arrêté pendant 2 jours et qu'au bout du troisième, ça passe, ce n'est pas encore considéré comme une blessure en course à pied. Mais par contre, ce que je vais expliquer, par la suite, ça va vous permettre d'éviter d'arriver dans cet arrêt pendant 7 jours ou cet arrêt pendant 3 entraînements consécutifs. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on se rend compte que, en fait, des blessures, on en a tout le temps chez tous les coureurs et notamment les coureurs qu'on appelle les coureurs récréatifs, donc plus comme vous ou moi, qui ne sont pas athlètes professionnels. On remarque aussi que 80 des blessures en course à pied ont pour origine la surcharge. La surcharge, on va l'expliquer dans les slides suivantes, c'est quelque chose qui est évitable. Donc ça veut dire que 80 des blessures de course à pied, en fait, sont évitables. Donc, lorsque vous entraînez, si on prend, donc là, c'est un schéma qui va vous montrer en fait comment vous progressez. Par exemple, dans le cadre des foulées, vous êtes peut-être inscrit sur le 5 km, sur le 15 km, ou peut-être dans d'autres cadres, vous vous entraînez sur un marathon. Votre but, c'est soit de progresser, donc soit d'avoir les capacités de faire une distance, soit de faire un meilleur temps. Pour ça, il faut augmenter les capacités de votre corps à pouvoir courir cette distance ou à pouvoir courir plus vite. Pour ça, il faut que vous créiez un stress minimum. C'est votre petite ligne verte. Donc, comme vous avez vu, pour créer le stress, il faut donc augmenter par des entraînements, par du renforcement musculaire, etc. Sauf qu'il faut rester en deçà de la capacité maximale d'adaptation. Si vous vous entraînez trop, vous mettez trop de charge sur le corps, vous arrivez à la blessure. On va revenir ensuite sur ce schéma. Quand on dépasse en fait cette ligne rouge, c'est là où on est dans la surcharge. Donc c'est là où on est dans quelque chose qui est évitable. Donc pour mieux comprendre la surcharge, on va revenir un petit peu sur comment fonctionne le corps. Donc le corps, il est déjà composé des os. Les os, c'est votre charpente. C'est vraiment ce qui vous permet de vous tenir. Sinon, vous seriez flasque. C'est logique. Mais c'est un tissu qui est vivant. Vous n'êtes pas des bouts de bois. Donc, c'est un tissu qui est vivant, il est vascularisé et il est innervé. Donc, du coup, il reçoit des apports nutritifs, mais il peut amener nerveusement des signaux douloureux, dans le cadre notamment de fractures ou de fragilité osseuse. C'est un tissu qui va se remodeler en permanence. Mais quand je vous dis en permanence, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a du tissu osseux qui va se détruire pour se reconstruire. Pour vous donner un petit exemple, si vous restez au lit pendant une semaine et qu'on mesure votre densité minérale osseuse, donc du coup la densité de vos os, on remarque qu'elle a diminué. Donc l'absence d'exercice ou à l'inverse, faire de l'exercice va moduler votre niveau de densité minérale osseuse.
Et enfin, comme en fait, je viens de le dire, c'est modelé par des stimuli mécaniques. C'est-à-dire que si j'émets des contraintes, donc lorsque je cours, lorsque je fais du vélo, lorsque je bouge en fait, je mets des contraintes sur les os qui vont du coup s'adapter en fonction de ce que je leur demande. Et à l'inverse, si la contrainte est trop élevée, donc si par exemple je me mets à courir trop vite, trop fort ou trop fréquemment, j'ai du coup un risque que mon corps ne s'adapte pas. Les ligaments et les tendons. Qu'est-ce que la différence entre des ligaments et des tendons? Dans les 2 cas, on est sur des structures qu'on appelle collagineuses. Donc c'est comme si c'était des ficelles dans votre organisme. Les ligaments, ils vont lier les os entre eux. Ils vont lier 2 os, donc du coup, permettre la stabilité au niveau d'une articulation. Donc ils ont un rôle de stabilisateur, seulement parce que en fait, c'est des ficelles entre 2 os, mais aussi parce qu'ils vont avoir des récepteurs qui vont sentir si on est un peu trop tendu et donc du coup qui vont donner l'information au cerveau de se redresser, par exemple. Mais ils vont aussi avoir des récepteurs de la douleur. Si, par exemple, ma cheville tourne, et peut-être que ça arrivait à certains d'entre vous, peut-être que vous avez ressenti de la douleur parce qu'en fait, dans les ligaments, on a des récepteurs à la douleur pour limiter en fait le fait de tirer trop sur le ligament, voire de le casser. Le tendon, c'est le lien entre votre os et votre muscle. C'est un petit peu le même type de tissu qu'un ligament, sauf que ça va être relié au muscle. Donc du coup, ça va avoir un rôle de transmission de contraintes. C'est un petit peu comme si c'était un ressort qu'on va du coup soit tendre, soit détendre. Ça va permettre d'emmagasiner de l'énergie et de plus le restituer après. Donc pareil, en fait, sa capacité de restitution de l'énergie va être variable en fonction de votre entraînement. Et si un tendon n'est pas assez adapté à la demande que vous faites à l'instant T, c'est là où il y a plus de risques d'avoir des douleurs, puis ensuite une blessure. Les muscles. Donc les muscles, c'est ce qui va faire bouger vos os. Donc c'est des tissus qui vont se contracter, donc se rétrécir et se relâcher, donc du coup qui peuvent s'étirer. Ils vont produire de la chaleur. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites de l'exercice, vous transpirez. Et ils vont être aussi des récepteurs de fatigue et des récepteurs à ce qu'on appelle des sensations métaboliques. Vos muscles, pour fonctionner, ils ont besoin d'énergie. Lorsqu'ils n'ont plus cette énergie de stocker et donc à disposition, c'est là qu'ils vont vous donner des signaux de fatigue. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une fracture? Donc là, sur mon image, vous pouvez voir une fracture, qu'on dit traumatique. Mais ce que je vais vous expliquer marche aussi dans le cadre de fractures de fatigue. Une fracture de fatigue, c'est une fracture qui va arriver à la suite de contraintes. On va avoir aussi une discontinuité osseuse qu'on va voir lorsqu'on va faire une radio, notamment. Donc au départ, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir entre 7 à 10 jours d'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le nettoyage avant la réparation. Dans une maison, si vous cassez les murs, vous êtes obligé de nettoyer tous les débris avant d'en reconstruire d'autres. C'est la même chose pour l'os et ça va prendre entre 7 à 10 jours. Durant ce laps de temps, très souvent, votre, membre qui va être, du coup, fragilité, va devenir plus chaud, plus rouge. Parce qu'en fait, ça va amener au deuxième point qui est la vascularisation. On va avoir création, du coup, de tissus vasculaires pour amener, du coup, du sang et ensuite des organites pour arriver, du coup, au bout de 3 à 5 semaines, à la minéralisation. Donc là, on commence à créer de l'os. Donc vous voyez, on est passé de 7 à 10 jours à 3 semaines pour créer de l'os. Donc lorsque je suis diagnostiquée d'une fracture de fatigue, par exemple, ou d'une fracture tout court, en fait, ça va mettre jusqu'à 3 semaines avant que mes 2 bords osseux commencent à créer de l'os. Et ça peut mettre plus longtemps chez certains os. On a des os, en fonction de la localisation dans le corps, qui, ne vont pas créer de la matière minérale sur le même laps de temps. Et enfin, pour avoir un remodelage osseux, donc du coup, cet aspect d'os qui va se remodeler au quotidien, il faut attendre entre 6 à 8 semaines. Donc voilà pour l'os. La périostite.
La périostite, c'est une inflammation du périoste. Le périoste, en fait, c'est le petit tissu qui entoure votre os. C'est un petit tissu qui va permettre notamment d'accrocher tout ce qui va être vasculaire, donc tout ce qui va permettre en fait ce remodelage. Mais c'est un tissu qui est fin. La périostite, elle est fréquente sur l'os du tibia. Donc, lorsque je vais augmenter ma charge, en fait, ce petit tissu va venir frotter contre mon os. C'est notamment le cas lorsque j'augmente un peu trop le volume ou lorsque je change de technique ou de discipline. Par exemple, je prépare le 5 kilomètres, je vise un certain temps, je me dis que je vais faire de la piste alors que je n'en ai jamais fait, que j'ai toujours travaillé sur un sol qui était meuble, en forêt par exemple. La piste, c'est vraiment un sol qui est particulier, qui va nous permettre d'aller plus vite. Mais du coup, notre corps n'est pas forcément habitué. Et notre périos peut risquer, du coup, de frotter et de créer de l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'on a fréquemment des cas de périostite, soit lorsqu'on reprend une activité sur piste, soit lorsqu'on la démarre. Et souvent, lorsqu'on change de chaussure, ça peut être aussi le cas. Le mieux à faire dans ces cas-là, c'est vraiment d'identifier la cause. Qu'est-ce qui a changé dans mon entraînement avant que j'ai cette douleur? Est-ce que c'est parce que j'ai augmenté mon volume d'entraînement, mes vitesses, le sol sur lequel je travaille, peut-être ma chaussure? Et donc, du coup, de diminuer l'inflammation en variant sur cette cause. Bon, bah, du coup, je vais faire moins de pistes. Je vais travailler sur des sols plus meubles. Je vais revenir sur d'autres chaussures, peut-être des chaussures un peu différentes. Ou alors, si vraiment c'est la course à pied qui me pose problème, bah, je vais faire du vélo, histoire de continuer à faire de l'activité physique, mais en diminuant l'inflammation. Si vous ne diminuez pas l'inflammation, en fait, vous restez dans ce processus d'inflammatoire, donc de gestion des déchets. Et enfin, on se dit que on va reprendre de manière progressive la charge en fonction des objectifs. Si c'est important pour vous de faire de la piste, on va faire de la piste, mais au lieu de faire, je ne sais pas, des séries de 3 fois 600 mètres, bah, on va déjà commencer par faire 1 fois 300 mètres et à des vitesses moindres que des vitesses de type VMA. On peut jouer sur différents paramètres en fonction de la cause. Pour les tendons et les ligaments, lorsque vous avez un tissu sain, vous remarquez qu'en fait, on a différents fascicules. Si on prend par exemple l'exemple de l'entorse, une entorse qu'on va dire grave, c'est lorsqu'on a une lésion complète de mon ligament. C'est-à-dire que mon ligament, bah, en fait, il est coupé en deux. Donc quelques heures après, on a, vous voyez, une rupture du ligament, mais on a déjà un processus inflammatoire. Même chose que pour les os, en fait. Il va souvent être un peu moins long. Il va durer entre 3 et 7 jours, donc pour éliminer les débris. Si je reprends mon exemple, du coup, d'entorse de cheville, c'est là où votre cheville, elle va gonfler, souvent assez fort, souvent c'est très douloureux. C'est une réaction de votre corps pour protéger la zone, d'éviter en fait de revenir tirer sur une zone qui est déjà lésée, donc on va créer de la douleur et à la suite de ça, on va avoir la création d'une matrice temporaire. Donc là, on arrive sur la création de nouveaux tissus, mais entre 7 jours à 3 semaines, ce tissu, il est encore fragile. Donc, il est encore à risque de relésionner et donc de revenir dans cette zone d'inflammation. Si tout se passe bien, au bout de 1 à 3 mois, on va avoir cette différenciation cellulaire et donc retour à mon état prélésionnel. Pour les ligaments, on va compter environ 45 jours de cicatrisation complète. Pour les tendons, donc on rappelle ce qui relie mon os avec mon muscle, on va être plus sur des délais entre 21 jours en fonction des tendons, c'est un peu comme les os, à 3 mois. Lorsqu'on a une tendinopathie, qu'est-ce que c'est? La tendinopathie, c'est lorsque vous avez une inflammation de votre tendon. Donc le tendon va être inflammé, il va créer de la douleur, il va créer, comme on dit, le remodèlement, mais il ne va pas forcément être en rupture. Ça peut être le cas à la suite d'une grosse tendinopathie, d'avoir une rupture. Parce qu'en fait, vous avez vu, si mon tendon a eu de l'inflammation et n'a pas cicatrisé correctement, bah, en fait, pendant un temps, bah, il est plus fragile. La tendinopathie, c'est un peu comme la périostite. On va avoir un excès de charge.
Souvent, c'est pas forcément à cause d'un gros changement de brusque. C'est très régulièrement parce qu'on a augmenté le volume, soit pas assez progressivement, soit, avec trop de vitesse. Donc le corps, il va faire de la douleur. On va avoir une tendinopathie, donc douleur, inflammation, ça peut même devenir un peu rouge. Le but, ça va être de diminuer la charge, de récupérer pour sortir de cette zone d'inflammation, rentrer dans cette zone où on va recréer du tissu un peu plus fort et ensuite, je peux remettre de la charge. Pour le tendon, le mieux, c'est de venir chercher à faire des exercices ciblés. On rappelle, le tendon, il est relié au muscle. Donc, lorsque vous faites du renforcement musculaire ciblé sur un muscle, par exemple, si on prend le tendon d'Achille et que vous savez, vous faites l'exercice sur les pointes de pied, là, on est sur un pied où à un moment donné, votre mollet brûle et chauffe, bah là, du coup, vous faites un exercice ciblé pour le muscle au niveau du mollet, mais aussi pour votre tendon au niveau du talon d'Achille. Donc, du coup, vous le renforcez à ce niveau-là. La remise en charge ciblée en renforcement musculaire, elle permet aussi de travailler spécifiquement votre tendon sans vous épuiser sur une autre partie du corps. Et donc, du coup, de croiser un peu plus l'entraînement. Une fois que ça c'est fait, on peut revenir à l'entraînement de manière progressive. Les muscles. Donc, les muscles, en fait, imaginez que vous avez une grosse boîte en carton remplie de différents paquets de spaghettis dans leur enveloppe Panzani ou ce que vous voulez de spaghettis. Et donc, vous ouvrez ce carton et vous voyez en fait, du coup, vos spaghettis qui sont bien rangés dans, leur petit, cerclage. Quand on va avoir une blessure, c'est comme si vous cassiez vos spaghettis à l'intérieur. Vos spaghettis, c'est des fibres musculaires qui vont être cassées. En fonction des lésions, on va casser que les spaghettis, que un ou 2 spaghettis, voire tous les spaghettis à l'intérieur d'un sachet, voire plusieurs sachets de spaghettis. Comme dans les autres structures, on va avoir donc chez le muscle, c'est encore plus court, on va avoir 2 jours souvent d'inflammation. Donc là, vous voyez, en fait, on recasse tous mes paquets de spaghettis, donc on va mettre un peu d'eau, un peu de farine pour recréer mes spaghettis, recréer les paquets et venir après, derrière, régénérer tout ça. On va prendre 5 jours de régénération, donc de recréation de spaghettis. Ensuite, notre croissance pour avoir bien la bonne taille, la bonne longueur et la bonne efficacité musculaire va prendre entre 10 à 20 jours en fonction de la lésion. Votre muscle, il a autour des cellules qu'on appelle les cellules satellites. Ces cellules satellites, elles vont agir en fait pour aider cette régénération. Donc elles agissent après l'inflammation. Et elles vont aider le muscle à être plus fort, à répondre à la contrainte. Avec l'âge, vos cellules satellites diminuent. Donc, c'est-à-dire que j'ai moins de capacité de récupération et d'adaptation musculaire avec l'âge. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Ça veut juste dire que j'en ai moins. Et donc, du coup, que une lésion musculaire à haut grade va être plus délétère pour quelqu'un qui est en avancée en âge. Donc là, on va parler d'âges qui vont être à partir de 30 ans. On va avoir beaucoup moins de cellules satellites, donc jusqu'à après, je l'espère, le plus longtemps possible parce qu'on peut pratiquer la course à pied jusqu'à n'importe quel âge si on le fait correctement. Mais on va récupérer moins facilement. Donc notamment quand on va faire des efforts explosifs, on va casser beaucoup de fibres musculaires, la récupération va être moins bonne. C'est pour ça qu'un athlète en avancée en âge va être plus performant sur des efforts de type d'endurance et moins sur des efforts, du coup, de type, explosif. Si on prend, du coup, grade, en fait, à partir de la courbature, vous avez une lésion musculaire. Reprenons notre, carton rempli de spaghettis. Lorsqu'on a une courbature, en fait, on va avoir un ou 2 spaghettis qui vont être cassés dans mes différents paquets. Donc là, c'est facile, on l'a dit, un peu de farine, un peu d'eau et on refait tout et j'ai de nouveau mes petits spaghettis qui vont être plus forts, si on prend un bon temps de récupération. La contracture, c'est on va casser un peu plus de spaghettis dans les paquets. Donc ça va prendre un peu plus de temps et ça peut être souvent un peu douloureux. Des fois, vous pouvez sentir, j'ai une petite boule, j'ai une sensation de ouais, un truc, voilà, un peu plus dur. Mais on peut quand même pratiquer.
mais ça peut être un petit peu gênant. L'élongation, on va avoir une atteinte du tissu de soutien. Donc, c'est comme si donc, vous reprenez vos paquets, et ben en fait, on a cassé un peu de paquets plus des spaghettis. Donc là, oui, il faut de la farine, oui, il faut de l'eau, mais il faut recréer aussi le paquet pour tenir les spaghettis, sinon les spaghettis ne tiennent pas. Donc l'élongation, là, on va commencer à arriver sur des temps de repos, voire des temps d'arrêt du sport, afin de permettre une meilleure cicatrisation. Le claquage, c'est quand vraiment on va casser donc vraiment complètement mes spaghettis, mon tissu, voire d'autres tissus avoisinants. Et donc là, on va avoir des arrivées de sang, une inflammation qui va être plus grosse. C'est pour ça qu'on va avoir souvent un hématome, un petit bleu. On peut le sentir aussi avec une petite dépression. Et enfin, une rupture musculaire qui peut être partielle ou totale. C'est lorsque vous avez cassé vos spaghettis à l'intérieur, votre paquet qui entoure vos spaghettis, mais aussi le carton. Donc, vous pouvez avoir une discontinuité au niveau musculaire. Donc là, c'est vraiment un arrêt de la pratique qui est obligatoire. Même à partir du grade 3, très souvent, on a un arrêt. À partir du grade 4, un avis chirurgical est demandé, très souvent. Donc voilà pour les muscles. On va revenir du coup sur mon stress mécanique. Donc, si on reprend un peu tout ça, donc on l'a expliqué, lorsque je veux progresser, il faut que je dépasse ma petite zone verte. Donc du coup, je vais m'entraîner, je vais courir un petit peu plus que j'avais, un peu plus rapidement, parce que j'ai envie de progresser. D'accord? Donc du coup, c'est un peu mes vagues vers le haut, c'est mes petits pics. Donc je vais courir 10 kilomètres, je vais courir 15 kilomètres, je vais faire du fractionné, etc. Si je cours un peu trop, j'arrive dans la zone rouge, donc c'est là où je suis en surcharge. Ce qu'on remarque, c'est que ma petite zone verte, elle va se décaler dans le temps en fonction de notre entraînement, mais aussi en fonction du fait que, bah, vous voyez, mon entraînement n'est pas linéaire. Des fois, il monte, mais des fois, il descend. Lorsqu'il descend, en fait, c'est le temps de récupération. C'est-à-dire que pour créer de l'adaptation, vous êtes obligé d'avoir un temps de récupération. Vous ne pouvez pas créer de l'adaptation et créer des performances, etc., si vous n'avez pas un temps de récupération. Je le redis pour être sûr que ça rentre bien. Mais lorsque vous pensez votre entraînement, donc souvent on se dit: «OK, d'accord, je vais courir, 3 jours dans la semaine, et cetera». Bah, très souvent, on pense entraînement, mais on ne pense pas récupération et c'est important de l'avoir en tête. Donc, votre stress mécanique, donc votre petite vague vers le haut, à quoi elle est due? Bah, à l'entraînement en force, si je vais faire du renforcement musculaire, donc on l'a dit tout à l'heure, vos petites pointes de pied, votre gainage, et cetera. L'entraînement en endurance, je vais courir, des footings fondamentales, ou même, lorsque je travaille au seuil ou des choses comme ça, ou, lorsque, je vais courir, juste, bah, en fait, plus de 10 minutes, c'est déjà un entraînement d'endurance, mais aussi vos moyens de déplacement. Est-ce que, bah, pour me rendre au travail ou pour me déplacer dans la vie de tous les jours, je suis piéton, j'utilise plus la voiture, plus les transports en commun, est-ce que je me déplace en vélo? Bah, en fait, ça va ajouter du stress mécanique, donc ça va jouer sur mes vaguelettes. Il n'y a pas que l'entraînement qui va jouer dessus. Le contexte familial. Est-ce que j'ai des enfants, à charge et donc du coup, est-ce qu'il faut que je réfléchisse à comment je m'occupe de mon foyer? Ou à l'inverse, peut-être que certains d'entre vous sont aidants de, personnes un peu plus âgées ou de choses comme ça. Bah, c'est pareil, ça va vous créer du stress mécanique parce que vous allez avoir d'autres activités à faire. Votre contexte familial joue dessus. Votre état de santé aussi. Si, j'ai par exemple, moins de capacité immunitaire, si je tombe souvent malade ou des choses comme ça, j'ai moins de capacité d'adaptation et donc du coup, j'ai moins de capacité à mettre du stress mécanique. À l'inverse, si j'ai un bon état de santé, bah, du coup, mon corps va pouvoir mieux récupérer et donc être plus performant par ailleurs. Et enfin, votre profession. On le dit de plus en plus, plus vous êtes sédentaire, plus sur votre, santé globale, vous êtes à risque d'avoir des pathologies cardiovasculaires. Mais là, dans le cadre du stress mécanique, bah, plus vous êtes sédentaire, moins vous mettez de stress. Et à l'inverse, bah, plus vous avez des métiers manuels
ou des métiers qui nécessitent des déplacements, plus vous allez mettre du stress. Avec tout ça, il y a aussi l'aspect mental. C'est-à-dire que on se dit: «Un entraînement, OK, d'accord, je suis à l'entraînement, je fais mon entraînement, je rentre chez moi, OK, très bien, voilà, je vais progresser comme ça». Mais dans votre profession, dans votre contexte familial, dans les moyens de déplacement, si on regarde le métro ou même sur votre état de santé, vous pouvez avoir aussi des stress mentaux qui peuvent jouer, du coup, sur cette histoire de stress mécanique, mais aussi sur votre aspect de récupération. Si vous avez la tête qui est prise, vous allez moins bien récupérer et qui dit moins bien récupérer, moins de capacité d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête. La récupération, la fameuse, le triptyque, c'est vraiment sommeil, hydratation, nutrition. Si vous n'avez pas ces 3 points qui sont parfaits, ça ne sert pas à grand chose d'aller chercher ailleurs, dans des crèmes de massage, dans de la cryothérapie, et cetera. Déjà, pensez vraiment ce triptyque. Est-ce que mon sommeil est de qualité et de quantité? Qualité, bah, j'ai beau dormir 10 heures, si, bah, là, regardez, de nouveau contexte familial, si j'ai un enfant à charge qui se réveille, bah, toutes les nuits, bah, du coup, je ne suis pas sur quelque chose de qualitatif. Donc mon sommeil est impacté. Au niveau de l'hydratation, est-ce que, bah, je bois tout au long de la journée? Et est-ce que mon hydratation, bah, en fait, elle est là avant, pendant, si nécessaire, l'activité physique et après? Parce que des fois, en fait, je bois pas de la journée, je vais à mon activité physique et je bois après, voilà. Sauf qu'en fait, votre corps, pour fonctionner, il a déjà besoin d'eau et donc il va avoir pendant l'activité besoin d'eau et donc besoin juste après, bah, pour créer ses adaptations. Mais pendant l'activité, on a besoin d'eau. La boisson d'effort, elle peut être pas mal en complément ou alors, bah, pour les personnes qui n'ont pas cette appétence à l'eau. Des fois, bah, il faut adapter, chercher de quoi nous donner envie de boire. La boisson d'effort, je la recommande plus pour les efforts de longue durée, donc plus à typer trail où on va être plus, bah, à partir de 1 heure et demie d'effort. Donc si certains mettent du temps sur leurs 15 kilomètres, oui, vous pouvez vous hydrater avec de la boisson d'effort afin, d'avoir des nutriments essentiels dans votre organisme tout le long de l'effort. La nutrition. Donc là aussi, il faut parler en qualitatif et quantitatif. Le mieux pour être, correct au niveau nutritif, c'est préférentiellement de cuisiner soi-même. Mais des fois, ça peut être compliqué. Donc, il faut manger de tout, un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines. Mais si vous faites de l'activité physique, il faut un apport glucidique qui soit adéquat à votre activité physique. Pour fonctionner, votre muscle, c'est comme une voiture, il a besoin d'essence. Plus vous allez demander à votre muscle, plus il va avoir besoin, bah, du coup, de consommer des glucides. Si vous n'avez pas un apport de glucides adéquat, donc du coup, si, vous n'avez pas une quantité de féculents souvent adéquate, qu'est-ce qui va se passer? Bah, votre corps va devoir puiser dans d'autres réserves et va se fatiguer à chercher dans d'autres réserves pour juste arriver à équilibre et donc du coup, votre capacité d'adaptation va être moindre. Ça va être aussi le cas au niveau des apports protéiques. Pour créer du muscle, il faut un apport en protéines animales normalement. Si vous êtes végétarien, c'est libre à vous, mais mon conseil, c'est vraiment de vous complémenter et de vous complémenter avec un diététicien nutritionniste afin d'être sûr d'être sur les bonnes valeurs nutritives. Votre apport protéique, en fait, c'est pas la viande qui va vous apporter quelque chose, c'est vraiment une protéine dans la viande animale qui, est nécessaire à la création, donc à une cascade enzymatique qui va créer du muscle. C'est pour ça que vous pouvez très bien avoir des compléments alimentaires qui fassent le boulot. Les étirements. Alors j'en parle parce que je sais que c'est quelque chose qui, bah, fait un peu débat. Au niveau de la littérature scientifique,
Donc là, moi, je vous parle vraiment au niveau d'une littérature scientifique. Il n'y a pas de corrélation entre étirement et diminution de blessures. Il n'y a pas non plus d'effet sur la performance. Donc, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude ou si on vous a dit que bah faut s'étirer après chaque séance, vous faites votre petit footing dans le bois et vous vous étirez, bah c'est pas ça qui va diminuer votre risque de blessure. C'est pas ça non plus qui va vous permettre de courir plus vite. Vous pouvez le faire, mais voilà, il faut savoir que privilégier un bon sommeil, une bonne hydratation, une bonne nutrition avant de privilégier des étirements. Mais le petit mais, c'est que déjà, ça a un effet antalgique à court terme. J'ai couru, ça pouvait ne pas être facile. Il y a des séances qui sont pas faciles. Il y a des fois, on n'est pas motivé, on n'a pas envie, il pleut, en ce moment, il fait nuit, enfin, voilà. Je fais mes étirements, je me sens mieux. Bah, du coup, si je suis mieux, je peux mieux me reposer et donc derrière, bah, je peux mieux me récupérer. Donc si ça vous fait du bien de vous étirer, voilà. Juste, rappelez-vous que si je m'étire, ça va pas diminuer mes blessures. Il faut aussi savoir que lorsqu'on fait une activité physique, on crée des micro-traumatismes sur le corps. Notamment, on va en créer un peu plus lorsqu'on fait une activité physique dont on n'a pas l'habitude. Un fractionné un peu plus fort, une augmentation de kilomètres. Si je viens étirer sur des micro-déchirures, je vous pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour moi, il y a plus pertinent à faire que de faire ça. Ensuite, ça peut avoir un effet indirect sur certains facteurs de blessure, et notamment l'amplitude de course. Si vous préparez le 5 kilomètres et que vous cherchez à avoir des chronos, donc là, je parle de chronos vraiment très rapides, qui avoisinent, on est vraiment sur en dessous de 20 minutes pour 5 kilomètres, donc sur du 19 voire du 15. On va avoir des amplitudes de foulée qui sont très grandes. Un travail des amplitudes et donc d'allongement de ma fibre musculaire peut être nécessaire. Si je n'ai pas ces amplitudes-là, je peux être plus à risque de déchirure musculaire, par exemple, si je vais chercher dans ces amplitudes. Mais sachez qu'il y a plus pertinent que les étirements pour gagner en amplitude, et notamment le travail excentrique. Je vous le dis, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais voilà, c'est pour que vous soyez informés. Les chaussures. Pareil, au niveau de la littérature scientifique, il n'y a pas de corrélation entre le type de chaussures, donc là je parle de chaussures neuves, et c'est important, et les blessures. Donc que vous portiez du Nike, que vous portiez Hoka, que vous portiez je ne sais pas quelle chaussure, Decathlon ou quoi, il n'y a pas en fait de corrélation entre le type de chaussure, et le niveau de blessure. Mais là aussi, il y a un mais. C'est-à-dire que l'usure de la chaussure, à force, peut modifier votre schéma de course. Vos chaussures, elles sont composées de mousse qui, bah, en fait, s'use à chaque fois que vous courez avec. Plus du coup, vous allez courir, avec, plus la mousse va s'user. À force, bah, si je viens taper très fortement sur un pied qui touche pratiquement le sol, bah, mon schéma de marche peut être modifié et donc c'est là où je vais avoir un risque de blessure. Il y a aussi un mais sur les chaussures minimalistes. Apparemment, d'après les études, les chaussures minimalistes semblent diminuer les contraintes sur le genou. Donc on aurait une diminution du contrainte, peut-être à long terme, une diminution du risque de blessure ou du moins de douleur. Les chaussures minimalistes, si vous voulez et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de la clinique du coureur pour voir comment progressivement changer vos chaussures pour arriver sur des indices minimalistes optimales pour votre pied. La priorité pour les chaussures, c'est vraiment le confort. Si vous n'êtes pas bien dans vos chaussures, changez-les, même si elles sont neuves. Vinted existe, il y a plein d'autres sites qui existent, vous pouvez les revendre, il n'y a pas de souci. Mais la priorité, c'est le confort. Si vous n'êtes pas confortable dans votre chaussure, vous risquez d'avoir des petites attitudes vicieuses. Vous risquez de changer votre schéma de course. Vous êtes des adultes, votre schéma de course est déjà intégré. Il peut toujours varier avec des exercices et des éducatifs, mais il est assez ancré. Le modifier, surtout si on n'en a pas conscience, peut risquer de vous blesser. Donc, on a parlé de différents facteurs, mais il y a quelque chose qui est intéressant de prendre en compte, c'est bah, quand je travaille en course à pied ou quand j'ai un petit peu trop forcé, qu'est-ce qui vient? Bah, des fois, on a des douleurs. La douleur, qu'est-ce que c'est? C'est une sensation qui est personnelle.
Chacun ressent la douleur différemment. Certaines personnes ont des seuils de douleur plus élevés, d'autres moins élevés. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose qui est désagréable. On n'aime pas avoir mal, sauf certaines personnes. Mais dans la logique, c'est quelque chose qui est désagréable. La douleur, elle peut être ou non en lien avec une lésion tissulaire. Mais dans tous les cas, elle est ressentie comme telle. Donc, j'ai mal, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mon corps qui ne va pas bien. Voilà, c'est un fait. Pour vous donner un exemple, on a fait une étude sur les personnes qui avaient des douleurs de dos. On a pris des gens qui avaient mal au dos et des gens qui n'avaient pas mal au dos. On leur a fait passer des radios. Chez certaines personnes, on a remarqué qu'il y avait des pathologies du dos et qu'ils avaient des douleurs. Chez d'autres, on a remarqué qu'il y avait des pathologies du dos sur la radio, mais qui n'avaient pas de douleur. Et chez d'autres encore, il y avait des douleurs sans pathologie du dos. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose sur une imagerie médicale qu'il y a forcément douleur. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que sur une imagerie médicale, il n'y a rien que votre douleur est inventée. La douleur est un signal d'alarme. Si elle est là, c'est pour quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà se demander qu'est-ce qui la déclenche. Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mes habitudes de vie, dans mon entraînement, mes chaussures, dans ma façon de m'entraîner? À quelle intensité j'ai mal? Est-ce que j'ai mal très fort tout le temps? Est-ce que, bah, en fait, c'est qu'à certains moments? Est-ce que des fois j'ai des pas mal? Et donc du coup, est-ce que c'est une apparition qui était brutale ou c'est progressivement? Donc depuis quelques entraînements, j'ai de plus en plus mal. Vraiment à la fin, là, au niveau du tendon d'Achille, ça me fait vraiment de plus en plus mal. Avant, j'avais pas cette douleur-là et là, de plus en plus. À quel degré ça m'handicape? Donc quand je parle de handicap, ça on va se dire: «Bon, bah, j'avais prévu de faire une rando, dans la neige ce week-end avec des amis, bah, là, en fait, non, j'ai trop mal au genou, je ne peux pas. Là, c'est un degré de handicap. Depuis combien de temps? Est-ce que ça fait plusieurs mois que ça dure? Ou, bah, en fait, ça fait juste 3 semaines? Et enfin, qu'est-ce qui soulage? Qu'est-ce qui fait du bien? Bah, en fait, si c'est me reposer qui fait du bien, bah, on se repose, tout en gardant une activité physique, mais on se repose. Pourquoi c'est important de se poser ces questions? Parce que votre corps, il a besoin de classifier. Il a besoin de savoir, de mettre dans des cases pourquoi j'ai mal. Si vous avez mal au pied, et donc là, je parle par exemple, vous avez mal au pied et que votre corps ne sait pas, mais en fait, comme c'est un signal d'alarme, il va avoir mal à tout le pied. Il va se dire, OK, d'accord, bon, bah, j'ai mal à tout le pied, je peux avoir mal tout le temps, etc. Plus vous allez classifier, plus votre douleur va devenir précise. Donc, ça va être plus simple pour vous de la gérer. Donc, qu'est-ce qui soulage? Est-ce que je peux faire des exercices qui font du bien? Ou à l'inverse, quels entraînements ne me fait pas du bien? Et donc, du coup, derrière, d'éviter de vous surblesser. Quand est-ce que je vais consulter? Si la douleur, elle est brusque, votre cheville tourne, votre genou tourne, vous êtes tombé, votre genou est devenu énorme et que vous ne pouvez plus marcher, on laisse passer l'inflammation 2 jours maximum et après on va consulter. Vraiment. Si la douleur, elle est gênante en dehors des activités physiques. Par exemple, bah, là, je vous ai dit, pour aller au boulot, c'est difficile, vous êtes gêné lors de votre travail, et cetera. On va consulter et on reprend sur, ma définition de la douleur en course à pied, si on a 7 jours d'arrêt de l'exercice ou 3 entraînements consécutifs qui sont manqués. Essayez d'avoir un petit peu ça en tête pour vous cadrer sur la douleur parce que des fois, on est un petit peu dans une société où c'est no pain, no gain. Donc on se dit: «Je vais avoir mal, c'est normal que je souffre. La douleur fait partie de l'entraînement et donc du coup, bah, je vais continuer de m'entraîner alors que j'ai mal et ça va passer». La douleur est un signal d'alarme. Si j'ai mal, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut le comprendre. C'est le mieux. Des fois, c'est juste un petit quelque chose et ensuite ça passe. Mais le mieux, c'est de le prendre en compte. Qui consulter? En première intention, votre médecin généraliste, parce qu'il a un droit de prescription et qui pourra, au besoin, vous réorienter. Il va poser une hypothèse de diagnostic, donc «Oh, c'est probablement une entorse, une tendinopathie» et cetera. Il va peut-être vous demander des imageries et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale. Le médecin généraliste va pouvoir faire une synthèse des résultats. Donc, il va récupérer toutes les imageries, tous les résultats des autres professionnels de santé. C'est pour ça que c'est important de le voir en première intention.
Derrière, vous pouvez voir un médecin spécialiste. Souvent, ça va être des cardios, des rhumatos ou des médecins du sport. Pour être remboursé au maximum, il vous faut une lettre du médecin généraliste. Donc le mieux, c'est de faire médecin généraliste, puis médecin spécialiste et de ne pas courir direct vers un médecin du sport. Sauf si ce médecin du sport, c'est un médecin généraliste de base, etc. Mais c'est pour être mieux remboursé. Après, si vous voulez prendre les frais en compte, allez-y. Lui aussi, il va poser une hypothèse diagnostique et vous réorienter si nécessaire. Un médecin du sport, par exemple, peut vous réorienter, vers un kiné, peut vous réorienter, vers un rhumato et cetera. Souvent, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un médecin spécialiste, il va y avoir un dépassement d'honoraires. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir une lettre du médecin généraliste. Le kiné. Le kiné, il a pour but de vous redonner les fonctions que vous avez avant la blessure. Lui, pour exercer, il nécessite une ordonnance afin que vous soyez remboursé par la sécurité sociale. Si vous voulez le voir en première intention sans ordonnance, déjà tous les kinés n'acceptent pas et ensuite ça sera à vos frais. Donc c'est possible, mais ça sera à vos coûts. Le kiné, il a un droit de prescription d'appareillage non médicamenteux. Tout ce qui va être, attelle, béquille et cetera et donc du coup, il peut vous donner des conseils là-dessus pour choisir le meilleur soutien lors d'une douleur et cetera. Un kiné, il va toujours, toujours, toujours vous réaliser un bilan diagnostique. S'il ne le fait pas, changez de kiné. Ça arrive, voilà, il y a des kinés qui sont peut-être un peu pressés et cetera. Mais le kiné, à la première séance, doit vous poser des questions, voir, comment elle arrivait votre douleur et cetera et ensuite passer sur des exercices ou d'autres manipulations s'il pense que d'autres manipulations sont nécessaires. Souvent, plusieurs séances sont nécessaires. Ça peut être un peu frustrant, mais le but, c'est de vous redonner vos fonctions locomotrices d'avant la blessure. Donc ça peut mettre un peu de temps. Surtout si on a continué de pratiquer alors qu'on avait une douleur. Et donc, du coup, alors qu'on avait un signal d'alarme qui signalait que le corps avait un problème et donc, du coup, qu'on a relancé de l'inflammation. On revient un peu sur ce qu'on a vu précédemment. L'ostéo ou le chiro, ce sont des professionnels de santé qui peuvent être vus en première intention. Donc, eux, pas besoin de prescription. Eux aussi, ils sont très bons là-dedans. Ils vont vous réaliser un bilan diagnostique. Souvent, ils ont pour but de diminuer une gêne ou une douleur à un instant T. Donc, c'est quelque chose qui peut ça fait, par exemple, 6 mois que vous avez mal, mais eux, ils vont vous enlever cette douleur à l'instant T. Ils vont pas permettre de remuscler ou, de redonner de la mobilité, mais ils vont générer, du coup, une absence, souvent un soulagement et ça va permettre aussi une meilleure récupération. Souvent, c'est sur une séance. Souvent, les ostéos, c'est pas mal de les voir, lorsque vous avez une grosse charge d'entraînement et que du coup, votre corps a pas mal encaissé de choses. Ils peuvent avoir un avis très pertinent sur, les tissus qui ont bougé, sur, certains, placements articulaires et cetera. Lorsque vous avez du coup une blessure en course à pied et que le médecin vous a dit de vous arrêter, le mieux, c'est vraiment de continuer une activité physique infradouloureuse et en accord avec la décision médicale. Infradouloureuse, du coup, c'est qu'il ne vous fait pas mal. Si la course à pied vous fait mal, mais que le vélo ne vous fait pas mal, cherchez à faire du vélo. La marche à pied, ça peut être aussi une très bonne alternative. Le renforcement musculaire sur des machines, à la salle de sport. Travailler votre haut du corps, très souvent qu'on met de côté, alors que, c'est important d'avoir un bon gainage et un bon maintien du haut du corps. Et il faut faire attention à la décision médicale. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça notamment sur les pathologies osseuses. L'os, lorsqu'il va se remodeler, donc vous avez vu, ça nécessite du temps avant d'arriver sur un os qui est sain et qui est capable de répondre aux contraintes qu'on va lui mettre. Au bout d'un moment, on ne va pas forcément avoir de douleur. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de douleur osseuse que mon os est parfaitement consolidé. C'est pour ça que, notamment dans ces cas-là, il faut vraiment suivre protocolairement les décisions médicales. Les fractures de fatigue,
c'est le cas. Il faut vraiment se dire: «Bon, bah, OK, le médecin m'a arrêté pendant 3 semaines. Je me rappelle, OK, j'ai une consolidation à faire, j'ai une phase d'inflammation à passer. C'est mes petites cellules, elles vont venir se reconstruire et cetera. Pendant ce temps-là, bah, je vais travailler mon gainage, je vais peut-être, pouvoir faire de la natation en fonction de ce que m'a dit, le médecin et cetera». Continuez à pratiquer une activité physique. Juste, il faut qu'elle ne réveille pas votre signal d'alarme. Pour le retour à la pratique, le mieux, c'est vraiment de se faire suivre par un professionnel de santé, juste pour au moins avoir un point de vue objectif. Vous vivez toute la journée dans votre corps. C'est très dur d'arriver à se dire: «OK, je me mets un peu de côté, qu'est-ce que je ressens vraiment? À quel moment j'ai vraiment mal?» et cetera. Et souvent, des fois, vous le dites, hein, vous parlez de votre douleur et cetera, et d'avoir ce point de vue extérieur vous fait vous rendre compte que, ah bah, c'était peut-être un peu stupide en retour de blessure de reprendre l'entraînement avec les copains qui sont au milieu de, leur prépa marathon, par exemple. Il faut être du coup progressif. On a très envie de revenir à l'état de forme qu'on avait avant la blessure. Sauf que votre corps a besoin de revenir progressivement. Sinon, on est à risque de blessure et de surblessure. Votre corps, il n'oublie pas ce qu'il a fait. Ce qui est inscrit, vous avez déjà fait une adaptation qui est ce qu'on appelle une adaptation neurologique. Vous ne partez pas de zéro quand vous revenez sur un retour après une blessure. Sachez-le. Mais le mieux, c'est d'être progressif et de le prendre avec philosophie. De se dire: «Oh OK, d'accord, je reprends, j'ai un nouveau corps, j'ai un nouveau tissu au niveau de mon ligament, j'ai un nouveau tissu au niveau de mon tendon. Bon, bah, qu'est-ce que mon corps peut faire et comment je vais être le mieux au niveau, pertinent pour vraiment, bien faire progressivement mon entraînement et cetera». Restez infradouloureux. Restez en dessous de ce signal d'alarme. C'est pratique, votre corps, il vous dit quand ça va pas. Et enfin, on en a un peu parlé, mais la mise en place d'exercices de renforcement ciblés va vraiment vous aider à revenir du coup avec des tissus qui vont être plus forts. Si mon problème, bah, c'était une tendinopathie, du coup, bah, que je veux revenir à mon niveau de forme d'avant, si je mets en place du renforcement musculaire pour avoir un tendon plus fort et un muscle qui vient plus soutenir, bah, je serai moins à risque de blessure qu'avant ma blessure. Et en plus, bah, si au niveau musculaire, je suis plus efficace, souvent en course à pied, ça va de pair et c'est plutôt pas mal. En conclusion, à retenir, la blessure, c'est, vous avez vu, 80 du temps, un excès de charge sur un tissu. Des fois, ça arrive que, bah, vous courez, vous prenez, au bois de Vincennes, une branche, une racine, vous tombez, voilà. Ça, c'est pas un excès de charge. Mais par contre, le fait de ne pas avoir été attentif, d'être fatigué et cetera, peut jouer sur votre inattention et le fait d'être tombé. Mais dans la plupart du temps, on a un excès de charge. La récupération suite à l'entraînement, elle entraîne un processus d'adaptation du tissu. La récupération permet vraiment cette adaptation. Si je ne récupère pas, je ne peux pas adapter mon tissu. Réfléchissez bien à ça. C'est très bien de travailler sur de la fatigue parce que du coup, vous allez avoir derrière, un travail musculaire qui va se faire. Mais qui dit travail sur de la fatigue, dit récupération en conséquence. Pensez vraiment quand vous, réfléchissez entraînement, à réfléchir récupération. Pour vous faire un petit exemple, on va prendre les plus forts, les Kenyans. Quand on regarde leur journée type, elle est composée de course à pied, de sieste et de collation. En gros, ils courent, ils mangent, ils dorment et ça plusieurs fois dans la journée. Histoire de bien récupérer, donc par hydratation, nutrition et sommeil, pour pouvoir mieux s'entraîner derrière. L'augmentation progressive de la charge, elle permet au tissu de s'adapter progressivement à une charge qui va être de plus en plus élevée. Si je le fais progressif, au bout d'un moment, bah, en fait, je vais décaler ma petite ligne verte qu'on voyait sur le schéma tout à l'heure. Et enfin, on le redit une dernière fois, la douleur, c'est un signal d'alarme. Donc si elle est là, c'est quelque chose ne va pas et qu'il faut trouver la cause
pour y remédier, réadapter son entraînement et être performant. Parce que le but pour tout le monde, même si c'est, en fait, d'arriver à courir 5 kilomètres, c'est déjà une performance pour son corps. Si c'est juste d'arriver à courir 15 kilomètres, c'est pas juste. C'est déjà énorme pour un corps qui n'a pas forcément l'habitude de le faire. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et puis on va pouvoir passer aux questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Élise, d'avoir mis tous ces mots sur nos ressentis et sur nos incompréhensions. On va démarrer tout de suite les questions. On va remonter donc dans la conférence avec la première question de Rita. Comment apprendre à jauger ce seuil de surcharge pour ne pas atteindre la fracture de fatigue? Alors, pour la fracture de fatigue, très souvent, en fait, elle est due à vraiment une charge qui a augmenté un peu trop. Pour ceux qui font un peu de prépa physique et à qui ça intéresse, votre charge en course à pied, vous pouvez la calculer en vous disant le nombre de kilomètres multiplié par le temps. Ça va vous donner un nombre qui n'a pas d'unité. D'accord? D'une semaine à l'autre, on augmente cette charge uniquement de 10. C'est des calculs qui ont été faits sur, du coup, des risques de fractures, de tendinopathie notamment. Donc si vous voulez être sûr, vous restez un petit peu sur ce seuil de: «J'augmente uniquement de 10 notamment au niveau osseux pour être sûr de rester en deçà». Ensuite, il faut écouter son corps. Si on sent que les muscles sont fatigués, c'est là où on va être plus à risque, d'abîmer les structures qui sont reliées, aux muscles et donc du coup, au niveau osseux. Si à tous mes entraînements, si ça fait par exemple, bah, 1 semaine, voire 2 semaines que à tous mes entraînements, avant mon entraînement, je suis fatiguée, là, vous commencez à être vraiment à risque. Après la fracture de fatigue, on pourrait faire, 45 minutes, juste de fracture de fatigue et d'explications là-dessus. Mais vraiment essayer de retenir je multiplie ma durée par mon nombre de kilomètres, 10 d'une semaine à l'autre au maximum. C'est des bons chiffres à peu près. Voilà. Très bien. Après ça dépend Jeanne des nous demande- personnes. D'accord, merci. Jeanne nous demande, nous dit qu'elle entend beaucoup de jeunes parler de périostite. Est-ce que le jeune âge est un facteur aggravant? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Alors, souvent les jeunes qui parlent de périostite, c'est parce que les jeunes vont être plus rapides, ils vont être plus explosifs. Mais on a aussi une réalité qui est qu'on est plus sédentaire. Donc en gros, vous passez, d'un état où vous êtes, assis toute la journée, donc si on prend des jeunes qui vont être, souvent, collégiens, lycéens, voire étudiants, on va reprendre vraiment, sur, des 13 à 25 ans. Ce sont des personnes qui vont du coup rester assis toute la journée et qui ont des capacités musculaires, parce que vraiment, hein, c'est le cas, ils ont des capacités musculaires à pouvoir aller très rapidement, sortir dehors et à courir très vite. Et à l'inverse, ça va pas intéresser du tout d'être sur de l'endurance. Et en fait, c'est vraiment cette vitesse qui va créer de l'inflammation forte sur le périoste et donc du coup des cas de périostite. À l'inverse, un adulte qui va avoir, entre 30, voire, 80 ans et qui veut se mettre à la course à pied, il va être beaucoup moins rapide, donc mettre beaucoup moins d'impact. Et donc du coup, souvent, c'est plus progressif et cette rapidité, elle arrive au moment où on se dit: «J'ai envie de faire des performances, j'ai envie de faire du fractionné» et c'est souvent là où, en fait, on se retrouve avec, des problématiques de périostite. C'est vraiment quand on va mettre de la vitesse. Donc pour les jeunes, le mieux, c'est soit de réduire le temps où ils font de la vitesse, donc c'est-à-dire que, bah, de travailler, sur, des intervalles qui sont plus courts, soit d'ajouter à leur entraînement, donc en fonction, vraiment un côté où je vais faire, de l'endurance. C'est difficile pour les jeunes de l'entendre parce que souvent on veut aller vite, mais vraiment ce côté endurance, en fait, va préparer vos structures. Voilà, donc c'est vraiment même pour ceux qui sont plus âgés et qui veulent continuer aussi à faire de la vitesse, cette visée endurance, on en parle beaucoup, mais ça doit être vraiment 70 de votre entraînement pour, en fait, préparer votre structure à pouvoir faire quelque chose de plus rapide. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais
Une autre Ça, c'est question sur les 2 autres questions sur les étirements. ouais. Quel est le meilleur moment, selon toi, pour faire les étirements? Et une deuxième question, à propos du yoga qui permet de travailler la souplesse. Est-ce que c'est un facteur positif, selon toi, pour éviter les blessures également? Alors, déjà pour les étirements, donc là, on va reprendre vraiment le cas où je veux augmenter en amplitude. Donc si je veux augmenter en amplitude, sur quoi est-ce que je peux jouer en fait sur mon muscle? Donc on a dit que le muscle il était relié au tendon. Ça va être on va jouer en fait sur l'élasticité tendineuse. Lorsque mon muscle il est chaud, il va être beaucoup plus élastique, donc il va pouvoir beaucoup plus, bah, en fait, s'extendre et on va arriver dans des plus grandes amplitudes. Vous l'avez peut-être déjà vu, si vous chauffez un peu, bah, en fait, vous pouvez amener, votre jambe plus haut, avoir des meilleures amplitudes. Donc le mieux si je veux travailler mon amplitude, ça va être de travailler mon amplitude tendineuse et donc de coup de travailler sur des étirements plus à froid, lorsque mon muscle en fait est froid, pour être sûr en fait de, tirer sur les tendons. Maintenant, de nos jours, on ne parle plus trop d'étirements. Donc là, je vais en répondre du coup à la deuxième question. On parle plus de mobilité. En fait, la mobilité, c'est la capacité du corps d'aller dans des amplitudes dans lesquelles on a envie d'aller. Le yoga, ce qui est bien, c'est que une activité physique qui marche vraiment au ressenti et qui permet d'aller chercher des mobilités qu'on ne va pas chercher quand on fait de la course à pied, quand on marche, quand on a la vie de tous les jours, etc. Et donc, du coup, on va travailler sur ces mobilités. Donc, on va habituer son corps progressivement, parce que c'est quelque chose qui est assez progressif, à avoir des plus grandes amplitudes articulaires. Donc, oui, il y a des moments où ça va tirer, mais le but, c'est vraiment de travailler sur la mobilité articulaire. Votre corps va progressivement, en fait, s'habituer à aller chercher plus loin. Voilà. Super, merci. Une question, alors, une des questions favorites et de discussion entre nous. Les chaussures avec du carbone ou des semelles impactant la pose de pied, ont-elles un impact sur les blessures? Alors, dans la littérature, moi, j'en ai pas vu. Après, d'un point de vue pratico-pratique, donc plus de mon expérience, donc à prendre comme vous voulez, mais c'est mon expérience. Lorsqu'on va avoir des plaques carbone et que, du coup, souvent on va aller soit plus vite en longueur, donc du coup, on va avoir une amplitude de foulée qui va être plus longue, soit on va aller, un peu plus vers le haut, notamment ceux qui ont l'habitude d'être plus terriens, dans leur foulée et va être plus vers le haut et donc peut modifier l'impact parce qu'on va avoir une modification de mon schéma de course. Donc ça peut être très utile pour la performance, hein. Si j'ai de plus grandes amplitudes, j'ai une plus grande vitesse et donc j'ai une plus grande j'ai, bah, une meilleure performance et derrière, les études souvent sont en cours pour voir, bah, si ça a pas plus d'impact au niveau du genou. Après, je pense que les concepteurs de chaussures, en fait, travaillent énormément sur le côté, hem comment dire? Sécurité au niveau santé, au niveau, bah, du coup de ses impacts et cetera, et pour avoir travaillé notamment dans des laboratoires de recherche où on travaillait sur des chaussures, avec plaque carbone, il y a vraiment cette histoire de il y a la plaque carbone, mais on va mettre du coup une mousse pour vraiment, que oui, ça nous propulse, mais lorsque mon pied réimpacte, donc vient retoucher le sol, donc c'est là où, entre guillemets, «on impacte» et on crée de la blessure potentielle, bah, qu'on n'ait pas cette blessure potentielle. Après, si vous n'avez pas l'habitude de courir avec des chaussures carbone et que d'un coup vous y mettez et que votre chaussure, vous ne la trouvez pas confortable, vous pouvez modifier votre schéma de course et c'est là où en fait vous allez vous blesser. Mais vous allez vous blesser en fait parce que vous modifiez votre schéma de course, pas parce que vous avez des plaques carbone. Voilà. D'accord. Encore une question, alors très technique celle-là, un avis sur l'infiltration quand on est au bout du bout? Quand on est au bout du bout. Ouh là! Alors en plus, je vois pas le chat, donc je sais pas qui discute, mais c'est pas grave. L'infiltration, quand on est au bout du bout. Je suppose que bout du bout, ça veut dire que, on a vu médecin du sport, on a vu, kiné, pléthore de kiné, on a vu ostéo, que ça va plus du tout et cetera. Dans ces cas-là, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose si derrière, on réfléchit au après infiltration. L'infiltration, elle va pas guérir la blessure potentielle qu'il y a. Donc déjà, il faut voir pourquoi on fait une infiltration.
mais l'infiltration, elle ne va pas guérir, mais elle va diminuer la douleur. Du coup, si je diminue la douleur, je peux faire plus de mouvements. Donc, qui dit plus de mouvements, plus de capacité du corps à s'adapter. Sauf que le corps, il s'est désadapté pendant un temps parce qu'on avait mal. Donc, souvent, le mieux, c'est de faire une infiltration et derrière, soit d'être pris en charge par un kiné. Donc ça, c'est le mieux. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà. Et donc de faire du renforcement ciblé au niveau de l'articulation qui n'allait pas, avec un retour progressif à l'activité, suivi, par, des professionnels médicaux. S'il y a infiltration, normalement, il y a un suivi médical et ensuite de revenir. Donc moi, l'infiltration, quand on est au bout du bout, je suis pas du tout contre. Au contraire, je pense que ça peut diminuer les blessures dans une visée où on se dit: «Je vais par contre réadapter mon corps». Parce que si mon corps avait mal, je veux il faut qu'il soit maintenant en capacité de plus avoir mal. Parce que ça va pas vous guérir. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un qui veut vérifier qu'il a bien compris, José Augusto, s'il a bien compris, on peut faire les étirements à froid et c'est même mieux que les faire après l'effort. Voilà, selon Alors, toi. moi, vraiment le mieux du mieux, c'est de les faire, en dehors des séances. Vous pouvez les faire, avant, mais les étirements vont surtout, si c'est des étirements qu'on dit statiques, donc dans lequel on reste dans la position, va diminuer votre tonus musculaire. Donc là, c'est quelque chose qui est neurologique, donc votre muscle va être moins efficace. Surtout derrière, si vous voulez faire de la vitesse, c'est peut-être pas très pertinent de diminuer son tonus. Donc le mieux, c'est de le faire avant, sauf si vous faites des étirements qu'on appelle les étirements balistiques. Je vous donne un exemple, lorsque, vous savez, vous avez peut-être vu, des personnes ou même peut-être vous le faites, vous, levez votre jambe à droite, à gauche, en gros des étirements, dynamiques. Donc dans ces cas-là, sur des étirements dynamiques, vous pouvez très bien les faire avant une séance et ensuite faire votre séance. Normalement, au niveau du tonus, vous restez sur un seuil qui est normal. Voilà. Très bien. Écoute, on a épuisé, les questions qui sont posées sur le chat. Il y a déjà des gens qui te remercient, pour cette prestation. Super, merci Élise, merci pour cette vulgarisation, c'est vraiment intéressant. Merci Élise, c'était très complet. N'hésitez pas Merci. à mettre des réactions, Merci avec les beaucoup, petits hein. cœurs et tout ça, puisque, apparemment, effectivement, vous avez tous été intéressés. Merci Élise, tout à fait en phase avec toi. Merci beaucoup Élise. Voilà, s'il y a une dernière question, allez-y maintenant, parce que comme on est pile dans le timing et qu'on aime Ouais. bien, on aime bien y arriver, là on a fait un peu plus d'1 heure et c'était l'objectif. Écoute, voilà, tu as des remerciements de tout le monde. C'était top, Pour, top, bravo. Il y a des petits cœurs, vous pouvez envoyer, regardez comme ça, Oh là, merci, tout le c'est monde. gentil. Christian et Élise, pour conclure, peut-être, enfin avant de conclure, peut-être je vais rappeler quand même que cette conférence était organisée donc, dans le cadre des 40e, à l'occasion des 40e foulées charentonnaises qui se dérouleront donc le 16 février prochain dans la ville de Charenton et que Élise a accepté très gentiment de présenter cette conférence qui permettait un peu aussi d'attirer les coureurs qui sont inscrits à la course. Et donc, c'était très, très intéressant. Tu es très pédagogue, donc on était ravis de t'écouter. Merci à Christian pour l'organisation, la présentation, l'animation. Et merci à Patrick Tanzili, notre partenaire GAN de l'agence de Charenton qui soutenait cette initiative. Voilà. Alors, juste pour répondre à la dernière question, non, je ne courrai pas le 16 février. Par contre, cette année, grande nouveauté, Oui. il y aura des kinés, mes étudiants en fait avec moi, voilà. Donc vous pourrez, venir poser, je l'espère, le moins possible de problèmes de blessures, sinon, ça veut dire que vous ne m'avez pas écouté. Non, ça peut arriver, mais voilà, je serai présent avec mes étudiants du coup, sur la course, enfin après Pour la course. récupération, Voilà, pour la post-course. Voilà, récupération. dans le gymnase à l'étage. Voilà. Et on sera ravis de vous accueillir tous. Merci à tous et une bonne soirée et une bonne nuit Merci, après une bonne récupérez bien, collation. mangez bien, buvez bien et voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au Merci à revoir. tous. Bonne soirée.